Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Aujourd'hui, je reçois Mme Sandrine Mathias pour discuter de sa carrière, de son statut d'ultramarathonienne et également de son intérêt pour la santé mentale des soignants. Sandrine organise une levée de fonds dans la Nodière au profit du PAMQ, le Programme d'aide aux médecins du Québec. Elle va donc me présenter ce très beau projet, mais avant, elle va me parler de sa carrière, de sa motivation et de l'importance capitale qu'elle accorde à l'activité physique dans sa vie. Vous allez comprendre que pour Sandrine, l'activité physique, et notamment la course en sentier, représente un moteur extrêmement important pour sa performance au travail. Une entrevue extrêmement intéressante. Je laisse dans les notes de balado le lien vers l'événement que Sandrine organise le 26 septembre 2026 dans la Nodière, au profit du PAMQ. Je vous souhaite une bonne écoute. Sandrine, bon après-midi. Merci, bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Toi aussi? Oui, ça va bien, c'est gentil. Toute remise d'une petite balade de 80 km ce week-end, mais on aura l'occasion d'en parler au cours de la prochaine heure. Donc, bien merci. En fait, c'est toi qui m'avais contacté pour une cause très noble. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, une levée de fonds pour le Programme d'aide aux médecins du Québec. Médecins du Québec, absolument. Le PAMQ pour les initiés, puis j'aurai certainement des choses à te raconter à ce sujet. Mais donc, évidemment, j'ai dit oui d'emblée, puisque ça me touche, et deux, donc, tu voulais avoir quelques minutes, j'ai dit non, on va faire un épisode complet, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui se cache derrière ça. Donc, en cherchant un peu, je voyais finalement une infirmière qui est devenue entrepreneur, puis ultramarathonienne. Donc, si tu me parlais un peu de ton parcours, là, donc ton accent trahit tes origines d'abord. Je vais commencer d'abord par te remercier justement d'avoir accepté d'ouvrir cette porte. C'est gentil. Je comprends que je sors un petit peu aussi des personnes que tu es habitué à recevoir, du type de profil en tout cas que tu es habitué à recevoir. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu avec enthousiasme à ma requête. De rien. Mes origines, d'origine française, c'est Marseille, Paris en fait d'origine. Okay. Marseille également, que je connais, que je sais que tu connais aussi. Voilà, et puis arrivée au Québec il y a maintenant 20 ans comme infirmière, donc j'étais déjà infirmière en France. Je suis arrivée comme infirmière au Québec, j'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé, un bon bout de mon parcours en réanimation néonatale.
Et puis ensuite un bon bout de parcours également en périnatalité à domicile avant de partir en entreprise qui était une agence de placement de personnel dans le réseau de la santé, donc où j'ai fait mes débuts comme entrepreneur en 2019. Mais la Voilà. portion périnatalité à domicile, c'était dans le réseau public. Absolument, OK. en CLSC. OK, parfait, parce que ce sont des programmes parfois dont on ignore l'existence. Donc, les dames Oui, qui ont accouché, l'aide à l'allaitement qui ou des viennent. choses pour que les gens... Absolument. Je dirais OK. toutes les personnes qui viennent d'accoucher, qui sortent de l'hôpital, le dossier est transféré au CLSC qui doit assurer le suivi. Donc nous, on est toute une équipe on était, enfin je veux dire, les équipes existent Mhm. toujours, moi je suis plus dedans, mais une équipe effectivement qui intervenait dans les 24 à 48 heures, je dirais, effectivement, suite à la sortie de l'hôpital. Donc on avait quand même des délais assez serrés pour pouvoir s'assurer de pouvoir aider justement quand il y avait des problématiques par rapport à l'allaitement. Puis je dirais de façon un petit peu plus globale aussi, l'enseignement aux jeunes familles, elles restent quand même très peu de temps à l'hôpital, hein. Généralement, elles accouchent, elles sortent Mm. presque dans les heures qui suivent maintenant. Notamment quand c'était des premiers bébés, mais on allait jusqu'à deux, trois bébés, on continuait à aller pareil. Mais quand il y a des premiers bébés, souvent on passait un petit peu plus de temps et notamment beaucoup l'accompagnement à l'allaitement. Mais je dirais aussi de façon un petit peu plus générale le soutien à ces familles-là. Étiez-vous parfois confronté à des enjeux psychosociaux, disons, ou des contextes familiaux difficiles où on aurait pu imaginer des signalements à la DPJ, là? On s'éloigne un peu du cadre, mais c'est Absolument. en t'écoutant que je me dis ça. Oui, mais en fait, effectivement, ça faisait partie quand même ça fait partie de nos responsabilités Mhm. directement. D'abord, moi, j'ai travaillé dans un programme particulier, justement, de la périnatalité à domicile, qui est le programme SIP, donc les services intégrés périnatalité et petite enfance, D'accord. où là, notamment, on intervient auprès des familles vulnérables. Donc là, on a vraiment un suivi qui s'étale sur des fois jusqu'à 5 ans, à partir de la naissance de l'enfant pour intervenir justement dans les milieux défavorisés ou sous-éduqués, donc avec un suivi beaucoup plus large que ce que le CLSC offre de façon globale à la population générale. Donc il y a un volet de ma pratique qui était vraiment réservé à l'accompagnement SIP Mhm. et le restant qui était justement pour monsieur et madame tout le monde. Mais ça arrivait que ça soit des personnes ou des familles qui n'étaient pas répertoriées comme à risque ou Mhm. vulnérables et que là, on arrivait à domicile et qu'on se rend compte que, oh, ça va être problématique probablement. Et et avec une possibilité de mettre à risque, avec des enjeux potentiels pour la sécurité de l'enfant. Puis effectivement, à ce moment-là, on essayait, nous, je veux dire, on ne fait pas un signalement comme ça, là, Ben oui. évidemment. Donc, il faut quand même qu'on s'assure qu'il y a matière à, parce qu'on est quand même conscient des conséquences qui viennent avec ça. C'est pas nous qui faisons ensuite l'évaluation. C'est sûr qu'ensuite, une fois qu'on fait l'évaluation, la DPJ vient, en fait, une fois que nous, on fait le signalement, la DPJ vient faire son évaluation et on se fie pas juste sur nous. Mais ça prend quand même que généralement, on essayait, à moins d'avoir vraiment une certitude à la première visite, mais c'est quand même un petit peu rare. Souvent, on essaye de creuser, de voir ce qui se passe vraiment en Derrière. arrière pour voir s'il y a matière à signalement ou pas. Mais c'est vrai qu'on est vraiment une porte d'entrée. Après, ces bébés-là ne sont guère plus revus que par les pédiatres, en fait, jusqu'à l'arrivée en service, en CPE ou à À l'école. l'école, exactement. Donc, effectivement, on était quand même, je dirais, en première ligne pour pouvoir avoir un œil sur ce genre d'enjeu-là. Quand même. Heureusement, ça n'arrivait pas très souvent, Et mais quand ça on le arrivait, souhaite, on ben, le je souhaite. pense que Non, ben, c'était, c'est parce que je oui. pensais, parce que la DPJ revient souvent à l'avant-scène de temps en temps sur les listes d'attente, puis les difficultés. Donc, ça pourrait faire l'objet en soi de toute une série, je pense. Dis-moi, ce saut vers Absolument. l'entrepreneuriat, donc, pour bien comprendre, là, parce que c'est quand même pas banal de décider qu'on devient entrepreneur. Je pense que j'ai toujours eu un petit peu ça en moi, même si j'ai adoré mon travail d'infirmière. L'entrepreneuriat, c'est sûr que ça fait appel à un certain nombre je dirais de forces ou qu'on a en nous, puis qui ont besoin aussi de pouvoir prendre vie à un moment donné.
Je pense pas que j'étais pas faite pour être entrepreneur. En fait, toutes ces 25 à peu près années que j'ai quand même passé dans le réseau de la santé, Mhm. c'était pas que j'étais pas faite pour être entrepreneur, c'est que je pense que j'avais besoin de développer tout ce que j'ai pu développer au contact de mes patientes finalement. De mes patients, parce que j'étais beaucoup au contact des bébés aussi, donc de mes Oui, patients ou de mes patientes mamans. J'avais besoin de ce parcours-là aussi pour pouvoir prendre confiance peut-être dans ce que j'étais capable moi, de développer et en termes d'autonomie, parce qu'on est quand même dans deux milieux très différents. On est très, très encadré hein, dans le milieu de la santé, tout à surtout fait. que je travaillais dans le réseau, donc c'est quand même archi cadré, protocolaire. Donc c'est sûr que c'était aussi un petit peu un saut dans le vide. J'étais déjà ultramarathonienne, donc c'est OK. sûr que j'avais déjà aussi pris conscience de certaines choses probablement qui me permettaient dans la vie d'avancer, de fonctionner et d'avancer. Et j'irais forte de cette compréhension-là de certaines de mes compétences. À un moment donné, je me suis décidée à faire le saut, même si je pense que ces 25 années-là étaient nécessaires justement avant que je puisse faire ce saut-là dans l'entrepreneuriat et m'ont été vraiment très, très bénéfiques. La première entreprise qui était Sérénis, Laval-Laurentide, ça partait de zéro. En fait, ça partait de zéro Mm. dans le sens où c'est le groupe Serenis Canada. Donc, D'accord. c'est une franchise, en fait, mais c'est une franchise où il y avait absolument pas de clients, pas d'employés, pas de. Donc, je suis partie avec, je dirais, une image qui était Mhm. la marque de Serenis, du groupe Mhm. Serenis Canada. Puis j'ai monté petit à petit mon entreprise comme ça, en recrutant mes premiers employés. Au début, ça a été beaucoup du soin à domicile qu'on faisait, puis petit à petit, on est rentré effectivement dans le réseau de la santé. Puis ensuite, j'avais du personnel en soins à domicile qui était peut-être plutôt minoritaire, mais j'avais beaucoup de Mhm. personnel dans le réseau de la santé, géré dans tous les départements. Donc, puis de fil en aiguille, ben, plus on a d'employés placés sur le terrain, bien évidemment, plus ça prend de gestionnaire aussi pour pouvoir gérer tout ça. Donc, je dirais que c'est un apprentissage que j'ai fait au fur et à mesure, un pas à la fois, mais vraiment sur le terrain. Là, j'avais pas de mode d'emploi nécessairement de comment on fait pour être entrepreneur quand on était infirmière. Quand même, Euh, c'est intéressant parce que comme médecin, moi, je considère qu'on a quelques employés, mais on n'est pas des bons entrepreneurs. Moi, je sais pas, les médecins en général. Je sais pas, on est... ben, Parce qu'on n'est pas habitué, on n'a pas appris, on n'a pas on a de appris, la je difficulté pense. peut-être à faire les choses qu'un entrepreneur doit faire en termes de rencontre avec les employés ou Rencontre avec les employés, bilan la annuel, quoi que ce soit, c'est ça. comptabilité, Ouais. il y a toute une gestion quand même dans la gestion d'une entreprise, justement, pour lesquelles, quand on sort de ce milieu-là, on n'est pas outillé, on n'est pas instruit Mhm, adéquatement, je pense. Alors, je ne parlerai pas pour les médecins parce que je ne sais pas exactement ce que vous avez, bien évidemment, dans vos études mhm. en tant que médecin, mais nous, en tout cas, en tant qu'infirmière, ça fait clairement pas partie du cursus. Puis encore une fois, c'est comme tellement encadré quand on travaille dans ce milieu-là que se retrouver entrepreneur derrière, il y a comme un, OK, finalement, tu sais, comment je gère ma journée, comment je gère mon travail, comment je gère mes équipes, Exact. comment je gère mon entreprise, comment je gère ma technologie, comment je gère, tu sais, c'est beaucoup je dirais, d'habileté à développer. Je veux pas dire en peu de temps, mais presque, parce qu'en fait, tu peux pas attendre de rouler ça pendant 4 5 ans avant de commencer à te poser la À question de comment comprendre tu comment vas ça faire fonctionne. fonctionner ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, je Je- dirais, en fait, le jour où tu pars ton entreprise, il faut quasiment que tu sois opérationnel. Bien évidemment, on ne l'est pas. En tout cas, moi, je ne l'étais pas. Et je pense que la plupart des individus en général, on ne l'est pas nécessairement. Puis, ben, on mange quelques murs ou on a quelques coups durs, je pense, qui font qu'à un moment donné, ben, on apprend, puis on développe certaines compétences aussi Ok, quand même. à travers les expériences. Sur ton site web, tu fais mention de ce qu'on appellerait une erreur comptable qui a été comme l'élément déclencheur d'une remise en Ah, question, d'une réorientation, absolument. qui fait qu'on se parle aujourd'hui d'ailleurs. Donc, si tu me racontais ça un peu. Mais je te dirais que l'erreur comptable, donc moi, ça faisait déjà quand même
peut-être 3 ans que je roulais cette entreprise-là. Puis finalement, une erreur comptable arrive et on n'est pas du tout. Moi, je me fiais beaucoup. Je veux dire, les comptables ont des diplômes pour ça. Moi, je me dis, bon, je n'ai pas de diplôme. Donc, moi, je faisais ce que je savais faire, c'est-à-dire, je m'occupais de gérer mes infirmières, puis de les accompagner, d'assurer le support en arrière pour qu'elles puissent être efficaces sur le terrain par rapport aux besoins de notre client, donc le CIS, le SUS, bon, peu importe. Et que justement gérer les horaires de tout le monde pour que tout le monde puisse être satisfait, autant nos employés que les clients, bien évidemment, à qui on destinait ces employés-là. Et puis, j'ai mis de côté un certain nombre de chapitres dans lesquels j'étais clairement moins à l'aise. Que je connaissais moins, qui m'intéressait moins aussi. Je suis quand même une fille de relations humaines. Je veux dire, je n'étais pas infirmière pour rien du tout. Là, c'est pas nécessairement les chiffres qui m'intéressaient dans la vie, c'était les humains. C'est la raison pour laquelle je suis devenue infirmière. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis devenue entrepreneur. Je pense continuer à accompagner l'humain à travers, en fait, je les accompagnais différemment parce que j'accompagnais mes employés, mais accompagner l'humain dans le réseau de la santé toujours parce que c'est quand même ce qui me touche, ce qui me tient à cœur. Et ce qui m'a toujours tenu à cœur, c'est vraiment pas des études que j'ai faites au hasard. Donc, c'était important pour moi, le milieu de la santé, et de pouvoir contribuer à ce milieu-là. Donc, c'est juste une autre façon de contribuer, mais ça restait que c'était ça qui m'attirait, l'humain. Et la comptabilité a pris probablement un peu plus le bord. En tout cas, j'ai fait confiance qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup mieux outillés que moi. C'est une des premières grosses leçons que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, c'est que finalement, tu restes responsable de la totalité du fonctionnement de ton entreprise. Donc, tu as beau t'équiper et t'entourer de personnes soi-disant mieux outillées que toi ou plus compétentes que toi, ça reste que c'est toi qui reste en arrière de ça. Et qu'il faut toujours que tu aies un œil dessus, chose que je n'ai pas fait. Moi, je déléguais comme je faisais quand j'étais infirmière et qu'il y avait des choses qu'il fallait que tu pouvais confier à d'autres professionnels. Ben là, je me dis, bon, je délègue, il va savoir quoi faire avec ça. Et bon, finalement, est arrivée une grosse erreur comptable et on s'est retrouvé vraiment dans le trou avec une grosse dette à Revenu Québec parce que les déclarations de taxes n'avaient pas été faites adéquatement. Donc, en plus de la dette et en plus que notre compte de banque n'était pas du tout finalement là où on pensait qu'on était, j'avoue que moi, ça a été quand j'ai appris ça, quand l'autre comptable à qui j'ai fait affaire ensuite, en disant, peux-tu regarder ce qui se passe? Parce que là, il y a comme un truc qui semble pas bien se dérouler. Puis un autre cabinet comptable est rentré dedans, puis il m'a dit, non, c'est parce que vous n'êtes pas là du tout, là. Vous n'êtes pas là du tout où vous pensez être. Donc, va falloir prendre un prêt, parce qu'il va falloir, on ne vit plus de 100 000 $ à Revenu Québec, exactement. Donc, il fallait prendre un prêt, puis un prêt, ça coûte extrêmement cher dans cette situation-là. Puis là, je me suis dit, OK, est-ce que j'arrête tout? Est-ce que finalement, j'avais comme en fait, je doutais déjà d'avoir ce qu'il faut pour être entrepreneur. Je m'étais quand même lancée malgré mes doutes parce que je pense que de toute façon, se lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux pas te lancer en te disant, oh, ça va bien aller. Tu pars avec l'idée que ça se peut que ça soit difficile. Puis, moi, je partais avec l'idée que ça se peut même que je sois pas capable. Donc, oui, je roulais ça depuis 3 ans, mais là, j'avais comme une espèce de preuve directe en pleine figure que, clairement, tu as manqué ton coup. Oui, mais en même temps, je me mets à ta place. C'est un des seuls endroits où j'aurais tendance à penser qu'il n'y aura pas de problème. C'est vraiment la comptabilité, là. Fait que j'imagine l'effet de surprise. On peut imaginer d'autres choses, là, qu'un employé nous vole, on peut imaginer 100 000 autres choses, mais de dire que une erreur de cette nature-là, j'avoue que c'est comme... C'est choquant. Je suis très surprise aussi, okay. Je te dirais, parce qu'en plus, je payais quand même pour ces services-là. Donc, moi, je payais pour quelqu'un que j'estimais. En fait, moi, il avait un diplôme, il était compétent, quoi. Ça finissait là. C'est un peu, je dirais, comme un médecin, une infirmière. Tu as l'impression que si elle a son diplôme d'infirmière, c'est qu'elle sait être infirmière. Mais en fait, un peu comme pour nous, d'ailleurs, c'est pas pour ça que, pas parce que tu as un diplôme d'infirmière que tu es une bonne infirmière. C'est pas parce que tu as un diplôme de médecin que tu es un bon médecin. C'est pas parce que tu as un diplôme de comptable que tu es un bon comptable. Ça fait
Ça me paraissait juste plus logique parce que pour Ben moi, oui. c'est une question de chiffres. Donc, c'est pas une question de savoir-être nécessairement, c'est une question de savoir-faire. Mais bon, finalement, le savoir-être, le savoir-faire, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Et je l'ai appris à mes dépens. Donc, ça a été une grosse remise en question. Puis j'ai vraiment, j'ai pris beaucoup sur moi pour me dire, OK, je décide que je vais me relever de ça puis que je vais me battre parce que je me disais, c'est peut-être juste la preuve que je suis pas capable et que je suis pas bonne. Je suis pas capable d'être une bonne entrepreneur. J'ai décidé de relever le défi, mais pour relever ce défi-là, qui était donc de remonter mon entreprise en remboursant ce prêt-là aussi, je venais de m'alourdir énormément financièrement là, avec un prêt de ce montant-là à ce taux d'intérêt-là. On est en quelle Euh, année, juste pour se situer? En 2023. OK, les taux avaient monté. En 2023, exactement. Et puis, en fait, non, on est fin 2022 parce que 1er janvier 2023, là, ça m'a pris quand même la fin de l'année pour arriver à me dire, OK, je fais quoi avec ça? Puis j'étais en fait complètement effondrée. Il faut savoir que ce que je te disais tout à l'heure, j'étais quand même coureuse d'ultramarathon avant. Sauf que quand j'ai parti mon entreprise en 2019, ben là, tu penses bien que quand tu pars une entreprise tout seul, un employé à la fois, puis dans un milieu qui fonctionne 24/7, hein, le réseau de la santé, ça ferme pas le soir, ça ferme pas le week-end, ça ferme pas les jours fériés. Donc, ça veut Le dire, sport est mis de côté. C'est ça. ben, en fait, tout ce qui n'est pas du travail absolument nécessaire, tout est mis de côté. Donc, les loisirs, le sport. Donc, j'avais totalement arrêté de courir, moi qui avais quand même Du jour au été lendemain, à toute fin toujours une pratique. coureuse. J'ai totalement arrêté de courir. Au début, j'ai commencé à vouloir m'acharner à continuer à courir, mais tu sais, le nombre de fois où je m'habillais, je me rendais au bout de la rue, puis là, j'avais une catastrophe à gérer, puis il fallait que je rentre Ah et ouais. que je recommence tout. Là, j'ai finalement complètement arrêté de courir. OK, ça déjà, c'est Et difficile aussi. c'est vraiment Ben, difficile, je te raconte une effectivement. anecdote, parce que c'est très intéressant, mais parce que c'est à tel point le sport de cette nature, il y a une 15 ou presque 20 ans, j'opère un patient qui est un coureur de marathon. Puis je lui fais une résection intestinale, puis je le revois en clinique externe. Puis comment dire, objectivement, moi je le vois, je me dis, il va bien. Là. Tu sais, ses intestins fonctionnent, la plaie est belle, Ouais. l'abdomen est souple. Puis là, tu sais, le patient il dit, je me sens vraiment tellement mal, là, tu sais. Puis là, j'ai des sueurs, tout ça, puis je me sens mal, je vais pas bien. Puis là, moi, tu sais, comme je suis inquiet, je le regarde, je dis, je dois manquer quelque chose, tu sais. Puis là, on commence à jaser un peu. Puis là, qu'est-ce que vous faites comme travail? Avez-vous des loisirs? Puis il me dit, ah oui, tu sais, puis tu sais, je cours, puis là, finalement, je fais du sport, puis je fais des ultramarathons. Puis là, je lui dis, OK, parfait, mais je dis, avez-vous recommencé à courir? Il dit, non, j'ai arrêté complètement. Ah, j'ai dit, OK. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, sortez d'ici, allez courir 40 kilomètres. Rappelez-moi s'il y a Rappelez-moi si ça ne s'améliore pas. J'ai pas une nouvelle. Je suis pas surprise du tout. C'est un mode, en fait, c'est un mode de vie, Oui. l'ultramarathon, littéralement. Puis quand on met de côté ce mode de vie-là, tu viens tout perturber cet équilibre. En fait, c'est fou parce que les gens ont l'impression que l'ultramarathon, c'est comme complètement déséquilibré parce que c'est complètement fou. Mais en fait, ça permet, quand on le fait de façon respectueuse aussi de ses limites, mais ça permet réellement de pouvoir instaurer un équilibre parce que tu es obligé de t'alimenter sainement, tu es obligé de dormir, de faire attention à ton hygiène de sommeil, de faire attention justement à intégrer le sport au quotidien parce que tu peux pas t'entraîner pour un ultramarathon 2 semaines avant de faire ton événement là, tu sais. Donc moi c'est toute l'année que je m'entraîne. Ah Donc oui. c'est chaque jour que je sors, c'est qu'il fasse moins 40, plus 40, peu importe, que j'ai plein de boulot, peu importe, ça fait partie de ma routine de vie, en fait, au même titre encore une fois, que manger, au même titre que je me permets pas de faire les payes de mes employés parce que j'ai pas le temps aujourd'hui. Ben, je me permets pas de ne pas mettre mes running shoes parce que j'ai pas le temps aujourd'hui. Donc, c'est vraiment au même niveau et c'est intégré dans un mode de vie. Donc, quand on enlève ça, Ouais. Mais est-ce tout qu'il cet faut, équilibre est en termes de menacé. priorisation, disons, est-ce qu'on doit prioriser ça aux dépens d'autres choses? Ou,
En fait, oui, Oui, c'est oui, ça. dans le sens où je vais prioriser les payes par rapport à, je ne sais pas ce que je pourrais faire de mon entreprise, par exemple, faire la comptabilité. Je ne dis Non, pas mais que je la fais plus je parce que parle de ça, j'ai appris à la l'entraînement, faire. disons, là, Mais d'entraînement de haut volume comme ça par rapport aux activités sociales, la famille ou autre. en fait, Il faut tout organiser. s'intègre. Ouais, oui, OK. Tout s'intègre différemment, c'est-à-dire que quand j'ai besoin, puis je cours beaucoup seule, donc Mhm. effectivement, je travaille seule, je cours seule, puis j'habite dans le bois, dans un endroit très isolé. Donc, quand j'ai besoin de voir du monde, ben, en général, je veux dire, si je suis dans des périodes de gros volume et j'ai un travail à faire, j'ai une entreprise à gérer, j'ai des employés à gérer, ben, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler des gens avec qui je peux aller courir. OK. Puis je vais aller faire mon social, je dirais, pendant que je m'en vais dans le bois. Puis quand on s'en va dans le bois 2, 3 heures, on s'entend, on n'est pas des triathlètes ou des Ironman qui doivent courir. J'ai rien contre eux là, mais je veux dire, ça reste que le niveau de performance souhaité n'est pas le même. Donc, j'y vais pas pour courir à 5 minutes du kilo, j'y vais pour passer 2 heures dans le bois. Donc, ce 2 heures-là, ben, ça m'empêche pas de pouvoir aller avec des amis à ce moment-là. Mais c'est sûr que quand on parle des priorités, tu me demandais est-ce que ça doit faire partie de l'échelle des priorités? Mais tu sais, mes réseaux sociaux sont un peu prioritaires pour mon entreprise Tout quand à même, fait. mais Ça fait ce partie du qui est, travail un par peu. exemple, Ouais. regarder Netflix, des séries Netflix. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont au courant de tous les derniers épisodes de je sais pas quelle série. Moi, je sais même pas le nom de la série, quoi. Je Ouais, je sais même pas comprends. de quoi ça parle. Mais c'est drôle parce que Donc, tu fais même une différence entre, pour moi qui suis profane, tu fais une différence entre le triathlète et l'ultramarathonien. Alors que pour moi, c'est pareil, mais pas pour toi. C'est quand même intéressant. non, non, on recherche pas la même chose. Il y a une OK. chose, puis alors ça serait probablement très discutable. Tu sais, tu recevrais un triathlète, il aurait probablement un autre discours. Puis Bah oui. je veux pas du tout, tu sais, dévaloriser du tout leur sport. C'est une question d'intérêt. Ben oui. Moi, ce que j'aime, c'est passer des longues heures dans le bois, seul avec moi-même. OK. Triathlon, tu n'es jamais seul pendant ton triathlon là. Moi, tu sais, ce week-end, donc fait le 80 km du Québec Méga Trail. Mais j'ai passé des heures. Moi, ça m'a pris un petit peu en dessous de 15 heures. Mm. Mais tu sais, là-dessus, j'ai dû passer 12 heures toute seule, Mm. juste à admirer les paysages, à faire des photos. Je me fiche totalement de la vitesse à laquelle je cours. Je veux juste avoir du fun. Je veux juste prendre ce temps-là pour moi, en fait. OK. Donc, c'est très différent. Puis, il y a aussi beaucoup la notion de performance. Tu sais, les triathlètes vont vraiment vouloir rentrer la course en temps de temps, rentrer la nage en temps de temps. Euh, alors, c'est peut-être parce que c'est pas dans mon tempérament non plus. C'est pas dans mon tempérament. Puis, j'ai plus l'âge, là, on s'entend, j'ai 54 ans. Je cours plus pour aller faire des podiums. Je cours plus pour la performance sportive. Je cours pour me faire du bien à moi. Mais ça reste que, tu sais, j'ai pas besoin du dernier vélo avec les derniers bébelles à la mode qui coûtent super cher, là. Moi, une paire de running shoes, $150, ben, je dis pas qu'il y a un bon sac Ben oui. d'hydratation, puis un bon short, mais, mais je te dirais que, en fait, ça peut être complètement à la portée de tout le monde et de façon très facile aussi. Tu sais, le triathlète, faut qu'il aille à la piscine, faut qu'il aille faire du vélo, faut qu'il aille... Tu sais, il y a comme une organisation qui, pour moi, ne correspond pas à ce que j'ai envie d'intégrer dans ma routine de vie et dans ce que je suis capable d'intégrer dans ma routine de vie d'entrepreneur. Parce que, justement, en tant qu'entrepreneur, je peux me lever, je peux gérer mes courriels. Au moment où je décide que je ferme mon ordi, je descends en bas, j'ouvre la porte, j'ai mes running shoes, puis je suis dans le bois. Tu sais. Puis, ça me permet vraiment, encore une fois, de faire de ce temps-là un temps de ressourcement, un temps de calme, un temps de créativité aussi, parce que le fait que je sois toute seule et en nature, et ça pour moi c'est important parce que le triathlète quand même va passer du temps dehors, mais il n'est pas nécessairement en nature. Non, Il c'est court sûr. sur l'asphalte, il fait du vélo sur l'asphalte, donc il n'est pas nécessairement en nature. Moi, je suis en nature, seule avec moi-même, mais t'as même pas idée, Jean-Pierre, du nombre d'idées qui m'arrivent où je pars pas pour régler un problème, mais je pars toujours avec mon cellulaire, pas pour répondre à mes courriels, je pars avec mon cellulaire pour noter les idées qui me viennent alors que je suis pas du tout en train de les chercher. Je D'accord. suis juste en train de courir, de prendre du temps, puis je dirais ce temps-là, c'est de l'espace mental que je viens créer dans mon cerveau pour pouvoir
pour pouvoir me ressourcer, en fait. Et ça amène une créativité hallucinante. Quand même. Donc, C'est une approche intéressante, je te dirais, parce que bien respectueusement, parfois je perçois quand même ce type d'activité-là, c'est comme un petit peu une forme de dépendance oh, à l'activité physique, alors que d'autres auraient une dépendance à l'alcool. Puis, mais encore là, sans juger. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, parfois, ça peut avoir certains impacts sur d'autres aspects de la vie. Parce que toi, mais tu l'intègres merveilleusement dans ton parcours absolument. professionnel, mais Mais dans mon quotidien, je connais des gens qui finalement négligent volontairement d'autres facettes de leur vie au profit de l'activité physique. Puis c'est là où je dis que ça tombe un peu dans ce petit volet négatif. Puis je dis pas que ça s'applique à toi, là. Mais les gens qui non, vont euh, je te donne ils vont jamais aller voir les amis, vont rarement souper avec le conjoint, la conjointe, il n'est pas mon cas du vont tout. partir courir avant que les enfants se lèvent le matin. T'sais. On peut imaginer 56 scénarios où on se dit, ben, Absolument. finalement, il y a des petits effets négatifs associés Mais je te à cette dirais, activité qui en soi devrait être bonne. Hmm. tout dépend aussi le niveau de performance que tu cherches Rechercher là-dedans. Tu peut-être, sais, ouais. moi, c'est pas du tout ce que je cherche. Donc, moi, ce que je veux, c'est me faire du bien. Ouais, c'est bien clair, ouais, Euh, c'est ça. et ça change tout, en fait, parce que la seule chose, ce qu'on pourrait regarder que je fais à chaque jour, c'est m'en aller dans le bois. Ensuite, que je m'en aille marcher ou que je m'en aille courir, C'est pareil. sachant que je n'ai pas d'attente de performance et de vitesse qui est associée à ça, mais juste à du temps passé dans le bois, je ne conçois même pas que de me dire, je suis dans une forme d'addiction parce que j'ai besoin d'aller dans le bois tous les jours. J'ai besoin d'aller dans le bois tous les jours. C'est super simple, puis je Ben préfère ça oui, que d'avoir besoin de prendre ma bouteille d'alcool. ben oui. Mais par contre, je n'ai pas besoin d'aller dans le bois pour atteindre une certaine performance sportive. Et ça, Mhm. je pense que ça change C'est la nuance, vraiment peut-être. tout. Exactement, exactement. Puis tu sais, on est dans le, en fait, ce que je développe pendant ce temps-là, parce que je vais dans le bois tous les jours, puis je vais dans le bois par contre, pas au détriment de ma famille, pas au détriment de ma vie sociale, certainement pas au détriment de mon travail, mais je vais dans le bois, que j'en ai envie ou pas envie. J'y vais par discipline, parce que ça, c'est vrai que ce que je fais comme activité m'oblige à avoir cette discipline-là. Puis les gens ont l'impression que parce que c'est de la discipline, c'est emmerdant. Et en Mhm. fait, c'est totalement faux. La discipline me permet de ne pas avoir besoin de faire appel à ma motivation à tous les jours. Donc, c'est complètement intégré. Moi, c'est dans mon horaire parce que je suis coachée, encore une fois, pas pour de la performance. Je suis coachée juste pour que mes volumes soient équilibrés en fonction des courses que j'ai à faire. D'accord. Et les courses que j'ai à faire, je les choisis. En fait, je ne fais pas un 160 km pour me péter les bretelles de faire un 160 km. Je fais un 160 km parce que ça m'oblige, 12 mois de l'année, à aller chaque jour un petit peu dans le bois OK. avec mes running shoes. Et euh, ça m'oblige à y aller, qu'il fasse moins 40, qu'il fasse plus 40, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, qu'il grêle. Je n'ai pas d'excuse valable pour ne pas y aller. Et ça, ça devient Écoute, un ça donne mode de le goût. On vie. va interrompre, puis je vais aller courir. Ben, je t'encourage fortement, je Non, ne vais ben en pas fait, interrompre, ben, mais déjà fait de la course. J'ai déjà aller couru un marathon. tester. J'ai déjà couru un marathon. Mais étant plus jeune. Non. Je n'ai même pas couru de marathon. Figure-toi, je me suis rendue au demi-marathon, puis je trouvais ça tellement pénible Ah parce ouais, que je ouais. courais tout le temps en regardant ma montre, OK. puis je courais sur l'asphalte, puis je courais au milieu de plein de personnes qu'on n'a rien à faire de toi parce que finalement, tu peux avoir un malaise, puis tout le monde va passer à côté de toi parce Oui, qu'il faut qu'il termine le marathon dans tant de temps, tu sais. oui. Donc, et en fait, moi, je suis tellement pas là-dedans, je me suis arrêtée au demi-marathon, j'ai dit non, je ferai jamais de marathon. Mais par contre, je suis capable de faire 4 marathons dans le bois. Mais, mais je fais 4 marathons dans le bois, À encore ton une rythme. fois, à mon rythme à moi, avec mes limites à moi et en étant à une écoute absolument phénoménale de ce qui se passe dans mon corps parce que justement, je ne peux pas ignorer que, oh, là, ça fait mal aux pieds. Oh, Mhm. là, j'ai faim. Oh, là, j'ai... Tu es obligé d'être archi à l'écoute de tout ce qui se passe. Et ça m'a donné une connaissance extraordinaire de, de, de ce que mon corps avait besoin et des signaux que mon corps m'envoie. Et quand je dis mon corps ou mon cerveau, il y a des fois où mon cerveau il m'envoie le signal et que ah, là, c'est comme too much. Ok, mais comment tu fais pour dépasser ça?
Puis c'est pas dans le but malsain, encore une fois, de terminer à tout prix, puis de terminer à genoux s'il faut, puis non, non, pas du tout, mais comment tes mécanismes, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, puis comment toi tu peux aller déjouer ces mécanismes-là, parce qu'en fait, ce pouvoir-là, en fait, ce contrôle-là te donne un pouvoir hallucinant ensuite. Oh, excuse-moi, ah non, voilà, je pensais t'avoir perdu. Non, non. Te donne un pouvoir hallucinant sur l'ensemble de ta vie, finalement, cette connaissance-là de toi, de tes forces, de tes capacités. Et moi, aujourd'hui, je te disais tout à l'heure, j'avais des doutes si j'étais capable d'être entrepreneur. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute quant au fait que je sois capable d'être entrepreneur. Et j'ai de moins en moins de doutes parce que chaque ultra que je fais m'amène encore à développer une meilleure connaissance de moi-même, de mon fonctionnement, de ce qui se passe quand je suis dans l'inconfort et de comment je gère cet inconfort-là, en fait. Donc, c'est vraiment d'une richesse inouïe. Puis, tu sais, j'ai eu un ultramarathon où j'ai eu une entrevue pour CNN, je pense, au début de la course. Puis la personne me disait, oh, comment vous faites pour avoir du plaisir pendant 160 km? Je dis, je vous arrête tout de suite, c'est pas vrai qu'on a du plaisir pendant 160 km. Par contre, je suis entraînée à gérer l'inconfort. Et entraînée à gérer l'inconfort, c'est super cool en ultramarathon et en fait, c'est très nécessaire. Mais c'est malade dans la vie de tous les jours quand tu es capable. C'est drôle parce que la devise de Pierre Lavoie, donc du grand défi Pierre Lavoie, c'est que l'inconfort rend plus fort. Donc, je lui enverrai l'extrait. Ben, je connais Pierre Lavoie aussi, là. Oui. On a déjà eu l'occasion de se parler. Mais effectivement, quand tu es face à l'inconfort, ou tu te mets en petite boule puis tu dis c'est juste too much, ou alors tu développes certaines choses, mais pour ça, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi pour pouvoir développer ces choses-là et continuer à avancer malgré cet inconfort-là. Donc, moi, aujourd'hui, je n'ai plus de doute quant au fait que je sois capable de relever les défis qui viennent avec la gestion d'une entreprise. Et j'en ai toujours, et j'en ai la certitude aujourd'hui jusqu'à la fin. J'espère le moins possible, bien évidemment, mais tu sais, je n'ai plus de doute quant à ma capacité de pouvoir continuer à avancer. Un pas à la fois, il y a ça aussi qu'on apprend beaucoup en ultramarathon, la patience et la résilience. C'est que les plus grands projets dans la vie, c'est pas nécessairement des grands coups d'éclat. Et ce qui est fabuleux dans l'ultramarathon, c'est que le coup d'éclat, c'est pas de passer la ligne d'arrivée d'un 160, c'est d'être capable pendant tous ces kilomètres-là, où tu te remets en question, où tu te demandes pourquoi tu fais ça, où tu te demandes si tu vas y arriver, parce qu'en fait, moi, tant que j'ai pas passé la ligne d'arrivée, je ne sais jamais si je vais être capable de la passer, mais où tu continues encore malgré tout ça, malgré tous ces doutes-là. Et ça, c'est phénoménal, le pouvoir que ça te donne après sur la vie, en fait, sur ta vie. Dis-moi, avant un événement comme un ultramarathon, ton état d'esprit, est-ce que c'est de l'euphorie, de l'anxiété, de l'excitation? J'aurais tendance à penser qu'il y a un certain élément d'euphorie, moi, avant le départ. Mais... D'excitation, assurément. D'excitation mêlée avec du doute, quand même. Okay. Parce que je reste quand même si aujourd'hui je fais quand même plusieurs 100 miles, donc je sais que je suis capable de faire cette distance-là. D'abord, il y a quand même toujours des paramètres sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Ça, c'est un bon apprentissage aussi que tu peux transposer dans la vie d'entrepreneur ensuite. C'est qu'il y a des choses, tu as beau avoir tout fait pour, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Et je vais te donner un exemple. Donc, alors, l'exemple dans mon entreprise, c'est justement, ça, j'aurais pu avoir un peu plus de contrôle. Là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je vais te donner l'exemple j'ai dû fermer Serenis en 2025 parce qu'il y a une loi qui est passée en 2024, l'abolition des agences. Tout à fait. Je pouvais continuer à me battre. J'aurais pu continuer à me battre en me disant, jusqu'à ce que mort s'en suive, là, moi, je suis déterminée, je vais y aller. Mais ça reste que j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis à un moment donné, la meilleure décision à prendre, c'est de simplement fermer tout ça puis de partir sur d'autres projets parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas de contrôle là-dessus aussi fort que je voudrais pourtant continuer. Et Dieu sait que je voulais, mais je n'avais pas de contrôle là-dessus. Exemple que je peux transposer en ultramarathon, 2023, donc quand je redécide de faire des ultramarathons pour passer au travers du défi de ma comptabilité en me disant
oh, j'ai quand même un très gros défi. Si je veux passer au travers, il faut que je prenne soin de moi. Prendre soin de moi dans la tête de Sandrine Mathias, c'est mettre ses running shoes et avoir un objectif suffisamment gros pour avoir la discipline nécessaire pour y aller à tous les jours. Pour ça, c'était faire un 160. Et j'embarque sur un 160 qui est le Bromont Ultra en 2023. Et là, on est fin octobre et il y a comme une espèce de tempête météorologique qui faisait 28 degrés toute la semaine d'avant. Et là, il tombe plus de 100 millimètres de pluie en quelques heures et il se met à neiger au sommet de la montagne. Donc, on tombe en dessous de zéro. Et là, tout le monde, parce qu'il y a eu 82% d'abandon, c'est un record d'abandon en ultramarathon dans le monde, je pense. Ils n'ont jamais eu autant d'abandon. 82% d'abandon, pourquoi? Parce que tout le monde est tombé en hypothermie. Oui. Puis effectivement, on n'avait pas de contrôle là-dessus. Par contre, j'avais j'ai la tête dure, probablement. Je ne suis pas entrepreneur pour rien, j'ai la tête dure. Donc, j'ai continué, j'ai terminé cet ultramarathon-là. Mais j'aurais pu, même si je voulais, tomber en hypothermie, puis là, j'aurais juste rien pu faire. Donc, j'ai été capable de lutter contre ça, puis de m'équiper aussi, tu sais, c'était pas ma première expérience, donc j'étais capable aussi de m'équiper en conséquence, puis de développer ce qu'il fallait pour continuer de m'adapter, exactement, pour continuer à avancer. Donc, j'ai pu passer la ligne d'arrivée de cet ultra-là. Puis, tu vois, en 2025, c'était l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, puis catastrophe encore. Là, c'est tout le monde tombe en hyperthermie parce qu'il faisait 42 à Lens-Saint-Jean. Personne, aucun de nos corps n'était habitué à cette température-là pendant toutes ces heures-là, là, évidemment. Mais bon, encore, ma capacité d'adaptation, puis j'ai passé la ligne d'arrivée. Mais je pourrais très bien, demain matin, tomber sur un ultra que je ne suis pas capable de finir parce que je tombe en hypothermie pour des raisons... en hyperthermie, ou peu importe pourquoi d'ailleurs, je pourrais très bien me fouler une cheville au kilomètre 10 et pas être capable de terminer. Et je ne terminerai pas juste pour dire je l'ai fait. S'il m'arrive quelque chose, et ça, je pense que ça fait partie aussi des apprentissages. Puis tu sais, tu m'as posé une des questions où tu me disais, est-ce que c'est sain finalement de faire ça? Mais c'est sain tant et aussi longtemps que tu respectes ce qui se passe dans ton corps, les limites que tu as, en sachant que tu peux en dépasser et tu apprends à dépasser certaines de tes limites parce qu'en fait, tes limites, tu comprends elles sont beaucoup dans ta tête, mais il y a celles qui sont dans ton corps, tu peux rien y faire. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, ces limites-là, tu as beau vouloir les dépasser. Ce que tu apprends à dépasser, par contre, c'est les limites que tu as dans la tête parce qu'il y a encore 15 ans en arrière, tu m'aurais dit de courir plus de 10 km, puis je t'aurais dit, oublie ça, là, j'y arriverai pas. Puis, je veux dire, même mentalement, penser à 160, moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, moi, je suis déjà même pas capable de faire ça à vélo. Puis, à chaque fois, je me surprends à me dire, my God, c'était vrai, c'est vraiment long, 160 km quand même. Tout un parcours. Mais je suis capable de le faire. L'IM Santé est fière de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de Scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Et ce fil conducteur qui est l'ultramarathon ou la course, là, finalement, tu te remets, changement d'entreprise. Là, si tu me parlais ensuite de nouvelle entreprise, la facturation médicale, ambitieux de nature, puis ça va nous amener finalement à ce projet-là au PAMQ, exactement, c'est ça donc. Exactement. Je te dirais, ambitieux de nature, je passerai pas énormément de temps dessus parce que ambitieux de nature, c'est ce que j'ai développé en 2024, en fait 2023. Donc moi, je me rends compte que je suis pas capable de passer au travers de ce défi-là
en faisant un ultramarathon et en même temps de relever mon entreprise où j'avais pourtant beaucoup plus de travail. J'aurais pu croire que j'avais beaucoup plus de travail parce que il fallait que je relève l'entreprise. Donc, j'aurais pu me dire, ah là, j'arrête de dormir parce que je travaillais déjà beaucoup. J'aurais pu faire le choix de dire, j'arrête de dormir puis je vais juste gérer mon entreprise. J'ai fait le choix de dire, je vais travailler moins, mais je vais travailler mieux. Donc, je vais remettre mes running shoes, puis je vais aller courir à tous les jours. Puis moi, quand je cours 2 heures, moi, c'est 4 heures de travail de gagner, là. C'est malade comme tu deviens efficace après. Tu sais, je te parlais tout à l'heure Ben d'espace oui. mental. C'est vraiment ça qui se passe. Donc, tu deviens beaucoup plus efficace et du coup, beaucoup plus rapide dans ce que tu as besoin de faire. Donc, je réussis non seulement mon ultramarathon, mais à relever mon entreprise. On s'entend, je veux juste m'assurer qu'on ne fasse pas de faux amalgames. Ce n'est pas la course à pied qui a sauvé mon entreprise. C'est ce que j'ai pu Oui. développé grâce à la course à pied qui m'a permis de devenir un meilleur entrepreneur et de pouvoir sauver mon entreprise. Euh, mais c'est ça, donc ça se passe en 2023. 2024, je décide, je me dis, ah, c'est comme vraiment malade, c'est les entrepreneurs, on devrait tous avoir cette connexion quotidienne avec la nature parce que c'est fou comme ça fait du bien. Et puis en fait, la nature est un fabuleux outil de prévention en santé mentale. J'irai en performance durable. Je ne parle pas de performance sportive. Je parle de performance qui te permet de durer dans le temps, mois après mois, année après année, et en fait jour après jour quand tu es entrepreneur, tout simplement. Donc, j'embarque 15 entrepreneurs, on part ambitieux de nature, on relève un défi par mois pendant 12 mois et on lève des fonds pour la santé mentale, pour la recherche en santé mentale au profit de la Fondation Douglas. On a quand même levé par ce mouvement-là 24 000 dollars. Justement dans la promotion de l'activité physique en nature, en se mettant nous-mêmes au défi d'intégrer ça dans nos vies d'entrepreneurs. Mhm. Et Ambitieux de nature a pris comme un espèce de virage. Là, j'ai parlé tout à l'heure du fait que j'avais fermé mon agence de placement de personnel dans le réseau de la santé. Pour moi, aujourd'hui, qu'il n'est plus de doute que mon bonheur et mon champ de compétences, je dirais, de mes capacités à être entrepreneur, je décide de racheter une entreprise, mais je veux absolument rester dans le domaine de la santé. Donc, je rachète une entreprise de facturation médicale. On pourrait croire que c'est quelque chose de très admin, mais en fait, finalement, la mission d'une entreprise comme celle-là, c'est quand même de pouvoir toujours pareil, décharger des membres du réseau de la santé, donc des médecins, les décharger de la partie administrative en prenant en charge justement la facturation médicale. Donc, je me rends compte que je suis juste en train de poursuivre ce que j'ai lancé avec Ambitieux Nature à travers cette entreprise de facturation médicale, à travers FMLGD. Et là, je décide comment est-ce qu'on peut pousser cette mission plus loin en déchargeant administrativement les médecins, mais j'irais presque finalement comment on peut recharger humainement et comment est-ce qu'on peut faire une différence, la santé mentale, donc j'en parle, moi c'est mon dada depuis longtemps. Je pense que prendre soin de ma santé mentale, c'est ce qui me permet justement de pouvoir accomplir tous ces défis-là. L'ultramarathon, pour moi, est une façon de prendre soin de ma santé mentale. Donc, l'idée, c'est pas d'emmener tout le monde faire de l'ultramarathon, c'est de dire comment on peut passer un message et comment on peut euh, faire prendre conscience aussi de l'importance de pouvoir prendre soin de sa santé mentale de façon encore plus large qu'en allant supporter la recherche. Et supporter la recherche en santé mentale, pour moi, c'est une façon de faire une différence dans la vie de tout le monde, de nous tous. Si toi, tu vas pas bien mentalement, j'enlève ton titre de docteur, tu vas pas bien mentalement, ça va t'impacter toi, puis probablement les 10 personnes qui gravitent autour de toi. Un médecin qui va pas bien, ça va impacter des centaines, en fait, des milliers de patients à travers, qui va prendre en charge au cours de sa carrière. Et je me disais comment on peut justement avoir cet impact encore plus grand au niveau de la santé mentale. Et pour moi, ce qui faisait du sens en dirigeant une entreprise de facturation médicale, ben, c'était finalement de lever des fonds ce coup-ci au profit du programme d'aide aux médecins du Québec, justement, au profit du PAMQ, pour pouvoir
avoir un impact encore plus grand qu'en ciblant des individus pardon, isolés, parce que justement, l'impact que vous avez, vous, tous, en tant que médecin, se compte en milliers de personnes à chaque fois. Ça reste aussi que un médecin qui va bien, c'est quand même des meilleurs soins offerts à la population. Puis ça veut dire que c'est une meilleure prise en charge pour chacun d'entre nous. C'est pas une histoire de compassion envers les médecins ou envers, oui, c'est mes clients, les médecins, et puis je veux bien être empathique et avoir plein de compassion pour eux, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment une question en tant que citoyen, on a tous besoin d'avoir des médecins et d'avoir un réseau de la santé, je dirais, qui fonctionne bien, d'avoir un réseau de la santé qui est solide. Et pour ça, ça prend des médecins qui vont bien également. Puis, il y a l'histoire du PAMQ, donc le programme d'aide aux médecins du Québec, mais il faut savoir d'abord que le PAMQ soutient les médecins, mais soutient également les résidents, les étudiants, qui ont quand même une charge psychologique qui est énorme durant leurs études. Puis le PAMQ, pour que les gens puissent y faire appel, donc les étudiants en médecine, les résidents en médecine, les médecins eux-mêmes, pour qu'ils puissent faire appel à un organisme comme celui-là, il faut qu'ils sachent qu'il existe. Oui. Puis il faut qu'on passe le message d'enlever le tabou, tout le tabou qu'il y a autour de ça. Mais pour que le PAMQ, alors ça, c'est pas mon rôle à moi, là, c'est le rôle du PAMQ, mais pour que le PAMQ puisse passer ce message-là, ça prend du financement. Ça prend qu'ils puissent faire la promotion de ces activités et de ces services. Donc, je pense que c'est une question, encore une fois, de responsabilité collective, en fait, d'intelligence collective, d'intelligence citoyenne. C'est pas juste le problème des médecins ou le problème du PAMQ, c'est le problème de tout le monde. Donc, j'ai décidé de faire un événement qui est très tenté de la philosophie d'ambitieux de nature. Pour moi, l'activité physique en nature, et je ne parle pas d'ultramarathon, ça c'est chacun peut choisir son activité physique. La randonnée, c'est tout aussi bien. C'est pas encore une fois une question de performance, c'est une question d'être actif et d'être actif en nature. Donc ça, c'était la philosophie à la base, ambitieux de nature. Puis c'est ce qui vient teinter aujourd'hui le Trail des Cômes par FMLGD, donc qui a lieu à Val-Saint-Côme le 26 septembre 2026 pour la première édition, qui est finalement deux types de défis. Un défi vertical. Il faut savoir que Val-Saint-Côme, la montagne de Val-Saint-Côme a une particularité, c'est qu'elle a 300 mètres de dénivelé. Quand même. Entre la base et le sommet. Pour le Québec, c'est énorme. Oui, d'un coup. Il n'y a pas beaucoup de montagnes qui peuvent effectivement se targuer de ça au Québec. Donc, Val-Saint-Côme, c'est dans la Naudière. Et en fait, j'ai réussi à créer une belle boucle qui monte en 3 km. On s'en va chercher 300 mètres, donc 3 km de montée, 3 km de descente. Et j'ai fait finalement le défi 300 des Cômes avec un 300 mètres de montée verticale. Il y a le défi 600, le défi 900 et pour les très tough, le défi 1500 et plus, où là, c'est effectivement 5 boucles, c'est 5 fois la montagne au complet et plus que tu montes à répétition. Donc, tu as un certain nombre de temps pour pouvoir accomplir ça, notamment 6 heures, je peux le dire. Mais tu as 6 heures de temps pour pouvoir accomplir ça, ce qui est tout à fait réaliste, mais qui est ambitieux. Okay. Mais tu pourrais aussi le faire une fois. Tu n'as pas besoin de le faire X fois. Tu pourrais le faire une fois pour participer à ce défi-là. Puis, le défi 1500 et plus peut se faire à relais, en équipe de 2 à 4. Donc là, ça serait génial dans les départements de néonat à Sainte-Justine, parce que c'est eux que je connais, mais qui pourraient monter une équipe et dire, OK, on part à 4, on fait chacun une boucle, il y en a un qui en fait 2 pour rentrer les 1500. Et je l'ai pensé pour, je dirais, tout type de défi, en fait, tout type retomber dans le trail peut-être que je connais, de la façon dont je le connais peut-être un petit peu mieux. Il y a un 15 km linéaire dans le Sentier national qui fait une belle boucle en partant de Val-Saint-Côme et qui revient à Val-Saint-Côme. Donc, ça pourrait être également, il y a donc le défi montagne qui est le défi dénivelé et il y a le défi forêt qui est la boucle sur le Sentier national. Et pour les très tough et les très ambitieux, il y a le défi ultime qui regroupe d'abord le 15 km dans le Sentier national, plus un défi vertical 300. C'est quand même une grosse organisation.
C'est une grosse organisation, mais c'est super trippant. Ben oui. Et tout ça est au profit, donc 100% des profits. Je travaille en étroite collaboration, bien évidemment, sur ce projet-là avec la directrice du PAMQ. Par contre, c'est sûr que le PAMQ lui-même ben, a des moyens. Tu sais, je préfère qu'il utilise ses moyens pour financer ses activités que pour m'aider dans la Tout mienne. à fait. Donc, effectivement, je dirais, je fais ça toute seule avec mon entreprise, avec quand même quelques partenaires Ben qui oui. viennent de me soutenir en arrière, au-delà du PMQ, Club de Trail de Bromont, tout ça, qui vient m'apporter le support nécessaire, effectivement, pour Quand même. pouvoir lancer un projet comme celui-là. Mais c'est ça, donc 100% des profits Et remis au PMQ. les sous, c'est les gens paient pour s'inscrire ou les gens se font commanditer ou comment? Ça pourrait être des entreprises, effectivement, puisqu'on a une formule équipe. Donc, à ce moment-là, ça peut être effectivement complètement corporatif. Là, les entreprises pourraient payer pour inscrire des équipes. Donc, c'est sûr que les gens payent un frais d'inscription très minimal. L'objectif, c'est absolument pas de faire des profits, évidemment, avec les sous. C'est juste de payer l'organisation pour qu'on soit capable de mettre sur pied un événement comme celui-là. Les premières années, bien évidemment, c'est probablement quelque chose qui va fonctionner à perte, mais c'est pas grave. Je crois beaucoup dans la mission d'un projet comme celui-là. Donc, je suis prête à accepter les pertes pour mon entreprise, les pertes qui en découlent pour mon entreprise. Mais par contre, effectivement, on demande une levée de fonds minimale de 20 dollars par personne au profit du PMQ pour pouvoir valider cette inscription. D'accord. Donc ça, l'argent s'en va directement à partir de la plateforme d'inscription, ça s'en va directement au PAMQ. Ça transite pas par moi, c'est vraiment, c'est pas moi qui décide de si je les remets ou pas. Je veux dire, ça s'en va directement au PAMQ, bien entendu, par souci de transparence, je dirais. La Ben plateforme a oui. été montée comme ça. Puis Donc voilà. Et il y a un reçu combien de d'impôt. participants attends-tu ou souhaites-tu? 300, en fait, pour la première édition, on pourrait probablement aller plus haut les prochaines années si on est capable d'en faire un succès, ce que j'espère Ben fortement. oui. Mais pour la première année, on attend, en fait, je mets à disposition 300 dossards. J'aimerais en avoir au moins 150 vraiment dédiés à des professionnels de la santé. Donc là, je ne m'adresse pas nécessairement aux médecins, mais quand on parle de la santé psychologique des médecins, on parle aussi de la solidité du réseau lui-même. Ben, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, tout le personnel qu'on pourrait retrouver dans l'environnement de la santé, je dirais, dans le milieu de la santé, des équipes de kinés, j'aimerais ça, tu sais, toutes sortes, tout est possible. Tout est envisageable et tout fait du sens dans un projet comme celui-là, je pense. Parce qu'encore une fois, la santé psychologique des médecins, je pense que ça ne doit pas rester un message destiné aux médecins eux-mêmes. Tout à fait. C'est quelque chose qui doit rayonner au sein de la population. Et c'est en ça d'ailleurs que Pierre Lavoie, tu le mentionnais tout à l'heure, mais est une personnalité qui m'inspire beaucoup justement pour ce qu'il a été capable de faire, de transformer des capacités qu'il a, lui, c'est un athlète absolument formidable, mais au-delà de l'athlète qu'il est, de pouvoir en faire un défi de société. Et ça, je trouve ça absolument grandiose. Là, moi, il m'inspire beaucoup, Pierre Lavoie, pour cet aspect-là, parce que ça prend l'implication de la société. Voilà, on parle de santé psychologique des médecins, mais encore une fois, c'est pas réservé pour eux. Ça prend qu'on mette tous des efforts là-dedans pour en parler déjà, pour d'abord faire savoir que ça existe, que c'est un enjeu aussi. Euh, et ensuite, pour pouvoir financer les organismes qui sont capables de pouvoir accompagner, apporter ce support-là psychologique. Je pense que j'en ai pas parlé d'ailleurs plus tôt, mais je vais le faire là. Mais la mission du PAMQ, quand même, qui est de soutenir sur le plan psychologique. Donc ça, je l'ai dit, les médecins, Mhm. les étudiants et les résidents, par contre, mais d'apporter le soutien psychologique parce que je pense que effectivement, au-delà des médecins, personne ne devrait rester seul dans des périodes de détresse psychologique. Ces personnes ne devraient vivre de la détresse psychologique tout seul, mais je pense que, je ne veux pas dire encore moins, parce que je ne peux pas comparer en fait, mais les médecins
Oui, encore moins. Et en fait, il faut absolument qu'on s'assure, en tant que société, de pouvoir les accompagner, pas nous, mais que des organismes aient assez de moyens pour pouvoir les soutenir justement et les accompagner au courant de leur carrière. On en a besoin, on parle de pénurie de médecins. Aujourd'hui, on a besoin de ces médecins-là dans le réseau, on a besoin de ces médecins-là qui sont en pleine possession de leurs moyens. Si demain, on veut pouvoir être pris en charge comme il faut, nous, je veux dire, je vois pas qui dans la vie n'aura jamais besoin d'un médecin, mais éventuellement, si ça arrivait à quelqu'un, mais je veux dire, de toute façon, notre entourage, on est tous concernés par la santé, la solidité, la pérennité du réseau de la santé. Et je pense qu'il faut tous qu'on comprenne la nécessité de supporter ce genre d'initiative-là. Écoute, Voilà. c'est tout à ton honneur, vraiment. Là. Donc, le 26 septembre Oui, 2026, 2026, Montagne Val je Saint-Côme, mettrai les liens du site web les sur les liens. notes de Ouais, balado, puis j'espère que ouais. les gens vont participer. C'est quand même un enjeu très délicat. Nous, on en parle de plus en plus, je dois dire, là, à l'interne. Tu vois, en chirurgie générale, il y a 2 collègues qui se sont enlevés la vie au cours de la dernière année et demie. Puis, ce qu'on entend beaucoup, c'est le discours que tu tiens. Je pense que c'est un discours qu'on entend de plus en plus, là, au-delà du fait qu'on veut s'occuper des Oh, gens qui sont pas bien, je te malade? dirais, c'est Oui, oui, de faire en sorte que ça devient presque un enjeu de santé publique, de dire que si tu as 50% de ta complètement. force de travail qui est pas bien, Absolument. là où ça devient un peu délicat, puis j'avais une discussion avec une collègue au PAMQ il y a quelques semaines, c'est que les causes de ce malaise-là qui est endémique, c'est pas Ouais. si clair que ça. Pourquoi ça va si mal? Puis j'y réfléchis souvent, puis je réfléchis à voix haute dans le moment, puis je me dis, est-ce que c'est parce qu'on est fait différemment? Puis encore une fois, j'ai eu récemment une discussion avec un patient, puis il y avait certains enjeux. Le patient manifestait peut-être une certaine insatisfaction par rapport à certaines portions de son épisode de soins, je dirais. Puis moi, je lui disais, écoutez, tu sais, je suis vraiment désolé, tu sais, c'est hors de mon contrôle, mais tu sais, je reviens de vacances, j'ai pensé à vous pendant mes vacances. Puis là, le patient était presque offusqué, ou il trouvait que c'était pas sain Et d'esprit de moi, ma moi, part. Mais là, je lui ai dit, écoutez, malheureusement, je pense qu'on est fait comme ça, là, tu sais. Pendant mes je, vacances, j'ai pensé à vous parce que il y avait telle ou telle chose dans votre dossier, là, donc évidemment, je ne peux pas donner de détails, mais je voyais que non, tout ça à fait. heurtait le patient un peu. Puis là, Mais, tu sais, et en je me dis, fait, c'est sans issue. je pense que quand on choisit le réseau de la santé, de toute façon, tu sais, j'ai jamais vu des membres justement du réseau de la santé, des professionnels de la santé, je les ai jamais vus en épuisement parce qu'ils pensaient pas assez ou parce que leur patient était pas assez important. Ouais, Je pense qu'au contraire, finalement, c'est clairement une catégorie de personnes ou de professionnels pour qui le patient est tellement important que je ne crois pas que tu puisses te dire, bon, je m'en vais en vacances, je m'en fiche, je m'en occupe plus. mhm, Et c'est ça justement qu'il faut qu'on puisse accompagner, qu'on puisse supporter, parce que ça a créé de la fragilité peut-être, mais en fait, pas de la fragilité parce que c'est nécessaire, je dirais, ce besoin-là ou de pouvoir prendre soin d'autres et de pouvoir s'intéresser à l'autre. Je pense qu'on ne choisit pas ces carrières-là au hasard. Tu sais, oui, t'es médecin, je suis infirmière, on n'est pas comptable là. Tu sais, tout à fait. c'est probablement, j'ai rien contre les comptables, mais Ben, c'est peut-être un peu probablement pas avec ce que un tu m'as hasard. raconté tout à l'heure, mais Un petit peu plus maintenant, mais c'est ça, ça reste qu'effectivement, c'est important. Puis du coup, c'est important qu'on puisse soutenir tout à fait. adéquatement ces professionnels-là, parce qu'on ne peut pas juste leur dire arrêtez d'y penser, puis arrêtez de vous en préoccuper. Ça fait partie du niveau même de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes Peut-être, en effet. qu'on
qu'on a inévitablement. Puis ça, je pense que ça ne peut pas juste se mettre de côté parce que bon, c'est pas sain finalement. Non, ça fait partie de. Tu sais, on parlait tout à l'heure de faire des signalements à la DPJ au début de cette rencontre-là. Mais je veux dire, est-ce que tu passes après la nuit sans y penser, sans t'en préoccuper? Non, c'est pas vrai. Exactement. Et c'est même impossible. Donc, ça prend du support. Par contre, parce que si tu es dans cette, je dirais, dans cette préoccupation-là constante, et en fait, tu l'es quasi inévitablement, ça prend qu'on puisse t'accompagner adéquatement. Donc, c'est pas juste, oh, ben, quelques médecins vont pas bien, et puis bon, finalement, ils ont qu'à gérer leur suivi psychologique tout seul. Non, non, en fait, il faudrait que tous les médecins puissent être accompagnés, mais je veux dire, ensuite, il y a une question de moyens. Ben oui. Mais dans un monde idéal, si j'avais une baguette magique, c'est ça qui se passerait, c'est que tous les médecins, et ça ferait partie même du cursus pendant les études, comment est-ce qu'on prend soin de sa santé mentale? Et quand je dis qu'ils soient accompagnés, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être accompagnés tout au long de leur pratique, c'est impossible de toute façon, mais qu'ils puissent être guidés, outillés pour pouvoir prendre soin d'eux et savoir quand est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, c'est nécessaire à ce moment-là. Mais si déjà tu as la capacité à pouvoir prendre soin de toi à la base, tu as beaucoup moins de chances d'avoir besoin de ça. Mais pour ça, ça prend de revoir probablement le système à la base, je dirais. Puis là c'est un gros chantier, là. C'est pas de... Écoute, c'est un... Mais ça serait ça, tu sais, dans un monde idéal, oui, revoyons, même nous, les infirmières, je veux dire, dans notre cursus, c'est vrai que j'ai fait mes études en France, mais j'ai quand même travaillé assez longtemps au Québec, hein, ça fait 20 ans maintenant que je suis là, donc j'ai quand même travaillé assez longtemps au Québec pour savoir qu'effectivement, on l'a pas, cet accompagnement-là, on n'a pas ces outils-là, puis c'est souvent quand on est pris avec ces problèmes-là qu'on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on est tout seul, puis on n'ose pas en parler parce que on a l'impression qu'on ne peut pas être de bons soignants si on ne se sent pas bien. Puis je veux dire, la remise en question, moi, je l'ai vécu moi-même en tant que soignante, puis je suis clairement pas la seule. Là, je veux dire, j'étais entourée de gens qui devaient vivre des préoccupations similaires, puis on n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'être jugé comme pas assez bon, pas assez fort, pas capable finalement d'être infirmière ou médecin. Puis c'est pas une question de capacité, c'est aussi une question de lourdeur, de charge mentale, de poids des responsabilités. On a quand même une responsabilité immense à travers dans ces carrières-là. Tu sais, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que qu'on tape, tu as une responsabilité par rapport aux chiffres des entreprises que tu accompagnes, mais en tant que médecin, en tant que professionnel de la santé, même je dirais au sens large, tu as quand même des responsabilités de vie humaine en arrière. Et ça, c'est un poids hallucinant avec les années. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne soin de nous, mais tu as des gens qui, comme moi, vivent des coups durs à un moment donné de leur vie qui font qu'il y a un électrochoc qui se produit, puis ils finissent par se reprendre en main. Mais j'aurais pu tomber en dépression sévère à la place. Je veux dire, c'est juste que moi, qui je suis, a comme développé d'autres choses. Mais en fait, c'est pas parce que je suis meilleure que d'autres, c'est juste parce que d'ailleurs, j'avais des connaissances en arrière. J'avais fait un programme d'intervention contexte de plein air, un programme de 2e cycle qui m'avait quand même beaucoup outillé par rapport aux bienfaits de la nature sur la psychologie et la physiologie de l'être humain. Donc, j'ai su quoi faire, qui était remettre mes running shoes. Mais tu sais, si j'avais pas eu peut-être même cette compréhension-là ou ces connaissances-là, je serais peut-être tombée en dépression tout simplement. Tu sais, donc, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on passe ce message-là haut et fort, qu'on n'est pas un moins bon médecin parce qu'on a besoin d'aide. Par contre, avant de devenir un moins bon médecin, si on a besoin d'aide, il faut qu'on puisse recevoir cette aide-là. Et pour ça, le PMQ existe, mais le PMQ a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Puis ça prend, je pense, des initiatives comme le Trail des Cômes par FMLGD pour... Entre autres, mais tu sais, ça aurait pu être, il y a le tournoi de golf aussi qui soutient le programme d'aide aux médecins du Québec, il y a d'autres initiatives et puis je pense qu'il faut en avoir. Tout à fait. Écoute, c'est un beau plaidoyer pour cette cause-là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Puis tu as même abordé la conclusion, donc, parce que tu as commencé à répondre à la section baguette magique de l'entrevue. Donc, mieux outiller les soignants à prendre soin d'eux-mêmes. Puis, en guise de question finale, parce qu'on atterrit ça toujours un peu de façon ludique, là, dans la dernière section baguette magique, je serais curieux de t'entendre avec ton passé sur ta rencontre de rêve, si tu pouvais rencontrer une personne. Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, j'en ai parlé effectivement pendant l'entrevue, mais ça reste que pour moi, c'est une personnalité extraordinaire. Je pense que j'ai vraiment le goût de pouvoir m'asseoir avec lui pour pouvoir m'inspirer de comment, encore une fois, il a amené ça comme un défi de société qui était au départ, finalement, ses performances d'athlète, et puis ce qu'il vivait, lui, dans sa vie personnelle, l'histoire de Pierre Lavoie, oui. C'est tout ce qui s'est produit dans sa vie qui l'a amené sur ce chemin-là. Puis je trouve ça absolument remarquable. Je trouve que, en fait, ça fait une différence énorme dans la vie des Québécois. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire, peu importe la cause qu'on soutient, comment est-ce qu'on peut faire pour faire cette différence-là au niveau de la société, à plus haut impact, en fait, et plus l'impact sera grand, je pense, et plus le bénéfice sera là pour tout le monde. Oui, ma rencontre de rêve, Pierre Lavoie, absolument. Absolument. Écoute, excellent. Écoute, Sandrine, je te remercie énormément. Donc, je rappelle la date, le 26 septembre 2026, à Val-Saint-Côme. Dans la Naudière. Dans la Naudière, le lien sera sur les notes de balado. Festival des couleurs. Ça va être superbe, j'en suis certain. Puis, absolument. On va faire la publicité qui se doit. Puis, je te remercie de te soucier de la santé mentale des médecins. Là. C'est très apprécié de ma part, puis des collègues, j'en suis certain. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre, de m'avoir reçu. Merci aussi de ton intérêt par rapport à un projet comme celui-là et une initiative comme celle-là, en fait. Merci de ton écoute, vraiment beaucoup. Puis merci de tous ces questionnements super intéressants. Ah, c'est gentil. Qui, je sais, sortent probablement un peu de ce que tu as... de ce que tu es habitué à avoir. Donc, merci de ton ouverture, beaucoup. Merci, au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.